Lundi 11 avril 2022, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RTF1. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, le lancement aujourd'hui des journées de validation des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Cérémonie en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Le rapport unique validé sera ensuite officiellement remis au président de la République Alassane Ouattara. D'Aloa, dans la région centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la visite de terrain du Conseil national de lutte contre la vie chère. Objectif, vérifier l'effectivité de la mesure de plafonnement et d'affichage des prix des produits sur le marché. Décision prise par le gouvernement pour réduire le coût de la vie. Enfin, en France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron en piste pour le second tour de la présidentielle. Alors qu'en pensent leurs compatriotes ? On en parle également dans ce journal. En Côte d'Ivoire, des vivres et non-vivres estimés à plus de 40 millions de francs CFA offerts hier à la communauté musulmane de la région du sud de Comoé. Il s'agit de 30 tonnes de riz, 15 tonnes de sucre et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. C'est un don du président du CESEC, Eugène Aka Awele, du secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, et de Ibrahim Massaga, fils du Grand Nord. Ces trois donateurs veulent ainsi soutenir les fidèles musulmans du sud de Comoé en cette période de jeûne. Les précisions de Patricia Etia. Composé de 30 tonnes de riz, 15 tonnes de sucre et une enveloppe de 10 millions de francs CFA, ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA est destiné à la communauté musulmane du Sud Comoé. Le but est d'aider les membres les plus vulnérables de la communauté musulmane à s'acquitter plus sereinement du jeûne pendant le mois de Ramadan. 6666 versets de Saint-Coran pour intercéder auprès d'Allah dans ce mois béni, pour accompagner les actions du président de la République. Et c'est ce que nous avons fait. Revenant sur l'importance du mois du Ramadan, les généraux donateurs, notamment le président du CESEC, Akaoulé, le représentant du secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, et le représentant d'Ibrahim Magassa, fils du Grand Nord, ont tous invité les guides religieux musulmans et l'ensemble de la communauté musulmane à se recueillir dans la prière. Le ministre Cissé Abdourahmane me charge de vous transmettre son assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane, ainsi que ses salutations à l'ensemble des autorités ici présentes. Je voudrais, à la suite de ce qu'il m'a dit, vous demander à nos guides religieux de prier pour le président de la République, d'adresser des prières avec une grande ferveur. À travers ce geste, je voudrais vous exprimer toute notre proximité et notre attachement aux valeurs essentielles prônée par la religion musulmane, qui est une religion de tolérance, une religion de paix, une religion d'unité, de solidarité, d'ouverture et qui prône le développement de l'homme et de la cité. Le ministre d'État, Kobena Adjoumani, patron de la cérémonie, a exprimé sa joie d'être aux côtés de ses frères musulmans en cette période importante qui invite à la pénitence, à la privation, au partage et à la générosité. J'ai ici la somme de 10 millions de francs. Donc pour Aboisseau, nous avons 7 tonnes de riz, plus 100 cartons de sucre avec 2 500 000 francs. Bassam, 10 tonnes, 120 cartons, plus 3 millions de francs. Atiake, 3 tonnes, 50 cartons, 1 500 000. Tiapoum, 3 tonnes, 40 cartons, 1 million de francs. Bonois, 3 tonnes, 40 cartons de sucre, 1 million de francs. Grand Nord, 4 tonnes, plus 50 cartons et 1 million de francs. L'ensemble des imams du Sud Comoé ont salué cette grande générosité. Ils ont fait des prières pour le président de la République en lisant dans son intégralité le Saint-Coran. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement aujourd'hui des journées de validation
des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Rencontre en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Au cours de ces assises, le rapport unique sur les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sera validé. Une validation qui va mettre fin aux concertations et dont les résultats seront ensuite officiellement remis au président de la République, Alassane Ouattara. Écoutons à présent le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, vient de procéder au lancement des journées de validation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il s'agit en effet d'inviter la nation tout entière au chevet de notre système éducatif pour partager les constats et les enjeux, les forces comme les faiblesses de notre instruction publique et surtout inventer ensemble des solutions pour faire mieux demain et lui insuffler une vitalité nouvelle en phase avec les défis de notre développement national. Comme le dit le célèbre proverbe africain, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Vous êtes ce village, réunis pour avancer et faire avancer notre école, et réunis pour faire grandir nos enfants. Je voudrais donc émettre un vœu simple mais essentiel. Voir éclore de vos réflexions et analyses des propositions innovantes, pertinentes et opérationnelles, tout à la fois financières, humaines, organisationnelles et infrastructurelles, pour édifier demain une école ivoirienne crédible, efficace, équitable. Toujours en Côte d'Ivoire, une plateforme de solutions numériques pour améliorer davantage la productivité des exploitants agricoles. Ce projet, initié par le ministère de l'économie numérique, a été présenté récemment au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'était lors d'une rencontre à Daloa, dans la région centre-ouest du pays. Pour en parler, Léon Brou de RTI Bouaké. Il se déploie progressivement pour couvrir tout le territoire national. Déjà, le PSN2A, à savoir le projet de solution numérique pour le développement du secteur agricole et le e-agriculture, réalise du succès dans les régions de la Maraoué et du Haut-Sassandra. 300 000 acteurs de la chaîne de valeur enrôlés, 5 000 publications et 9 000 visites dans la plateforme. Cet outil du PSN2A pour révolutionner la production et la vente des produits agricoles au moyen des technologies de l'information et de la communication. Une fois dans la base de données, si vous avez de la production disponible, vous publiez cette production sur la plateforme. Et tous les acteurs qui sont dans l'écosystème ont accès à cette production. Si vous avez un besoin d'achat, vous publiez votre besoin sur la plateforme. Gratuits sont les services de la plateforme du PSN2A pour améliorer la productivité des exploitants agricoles et l'accès de ceux-ci au marché, atténuer l'impact du Covid-19 sur le secteur agricole, accroître l'accès des services numériques dans les zones rurales. L'innovation, donc la clé de la relance de l'économie agricole, selon les ministres de l'économie numérique et de l'agriculture. On est 28 millions d'habitants pour 42 millions de téléphones. Donc chaque Ivoirien a au moins 1 à 2 téléphones. Ça montre que malgré tout, on sait l'utiliser. Donc il n'y a aucun problème. C'est un produit qui est simple, facile à utiliser, avec des images. Donc une tomate, tout le monde sait la reconnaître. Il suffit de cliquer dessus pour qu'on puisse en acheter. Ça permet aux paysans de pouvoir échelonner sa production. C'est l'avantage d'abord qu'on tire de cette plateforme numérique. Ensuite, nous avons la possibilité aujourd'hui de connaître tous les marchés. Donc nous demandons à tous nos producteurs, à tous les commerçants de pouvoir s'approprier un tel outil. Gérée avec le concours de la NADER et de l'OCPV, la plateforme du PSN2A intègre les produits vivriers et maraîchers comme les produits de rente tels la noix de cajou. Des solutions développées au volet 2 du PSN2A, financées par la Banque mondiale et mises en œuvre par les ministères de l'économie numérique et de l'agriculture. Restons à Daloa, dans la région centre-ouest du pays, où le Conseil national de lutte contre la vie chère
a entrepris récemment une visite de terrain. Il s'agissait pour le CNLVC de vérifier l'effectivité de la mesure de plafonnement et d'affichage des prix des produits sur le marché, mesure instituée, on le sait, par le gouvernement. Les explications de Michel Mambo. Daloa, visite inopinée du CNLVC dans une boutique du quartier Commerce. Le Comité national de lutte contre la vie chère, accompagné des inspecteurs du commerce, s'assure de l'effectivité du plafonnement et de l'affichage des prix. Les larmes aux yeux, le propriétaire plaide non coupable. Vous m'avez demandé pardon, comme c'est un peu seulement qui n'a pas affiché le prix. Ce qui était cycle-là, moi j'ai affiché. Quand on m'a demandé là, il dit c'est 700 francs. Il n'a pas trouvé le prix. Il allait ramasser ça. Un plaidoyer qui ne risque pas d'attendrir les inspecteurs du commerce. Fini la sensibilisation, place à la répression. Ce qui va se passer, il viendra au bureau. Il a commis une infraction. Il sera obligé de payer l'amende de 200 000 francs pour un détaillant. Et il a 1 mois pour le faire. Cap ensuite sur un entrepôt au quartier Soleil. Ce grossiste également tombe sous le coup de la loi. On reçoit des marchandises où les prix sont déjà grimpés. Et après l'échange des différentes structures d'Abidjan, les usines avec le gouvernement, c'est difficile pour nous de revoir ces prix à la baisse, puisque personne ne peut prendre ces différentes dommages de pertes-là. Donc on n'a pas le choix. Tous les opérateurs, tous les acteurs du commerce ont reçu l'information et ont reçu les documents. M. Nguessan ne respecte pas les prix plafonnés. Et comme M. le ministre l'a si bien dit, nous a instruit, zéro tolérance. Alors, il sera sanctionné sévèrement et conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette grisaille, un bon élève tout de même. Sissoko Mamadou affiche et respecte le plafonnement des prix. Et la traque se poursuit sur le marché. Après le district d'Abidjan, le Comité national de lutte contre la vie chère étend ses actions à l'intérieur du pays. Première étape donc, Daloa. Premier objectif, le strict respect des mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Toutes les populations sont informées des décisions qui ont été prises par le gouvernement et donc tout le monde devait appliquer ces décisions-là. À l'occasion de cette visite de terrain, le comité local de lutte contre la vie chère avec à sa tête Kwame Kofi, préfet de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa, a été officiellement mis en mission. Un marché pour la commercialisation des produits vivriers inauguré il y a quelques jours dans le village de Bakayo, dans la région sud-ouest du pays. C'est un don de Laure Baflan d'Envahi, maire de la commune de Mayo. Cette infrastructure vient ainsi soulager les commerçants et populations. Le point dans ce reportage de Jean Djadji. Coupure de ruban dans le village de Bakayo, dans la sous-préfecture de Dabouyo. Les populations réceptionnent par cette symbolique leur premier marché de vivrier. Cette bâtisse, don de Laure d'Envahi, maire de Mayo, sonne comme un nouveau départ pour les commerçants du village. Avant, on faisait le marché sur la route, les motos, les camions, les voitures nous fatiguaient. On ne savait pas où passer, on ne savait pas où étaler nos marchandises. Je remercie madame la sénatrice, madame le maire de Mayo. Elle a fait un bon travail pour les commerçants de Bakayo et surtout pour la population de Bakayo. Parce que ce marché-là va libérer le goudron. En construction depuis 3 ans, le coût du marché de Bakayo est estimé à 115 millions de francs CFA. Je suis très content de l'ouverture de ce marché qui offre à la commune de Mayo et à toute la sous-préfecture de Luyo un cadre attrayant pour permettre aux commerçants et aux opérateurs économiques d'exercer leurs activités en toute sécurité. Il y avait un besoin nécessaire de créer ce marché pour pouvoir déjà accroître nos recettes, mais aussi pour que tous les commerçants soient regroupés en un seul lieu pour plus de fluidité et plus de facilité. La commune de Mayo est composée de 4 villages, Mayo, Bakayo, Moussayo et Komeayo. Bakayo, à l'instar des autres localités, bénéficiera d'autres infrastructures afin de booster son développement. Le coronavirus toujours présent dans le monde entier, alors faisons-nous tous vacciner et surtout respectons les gestes barrières.
14 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 81 828 cas confirmés de coronavirus, 80 985 personnes guéries, 796 décès et 38 cas actifs. Attention, restons toujours prudents face au coronavirus. Toujours au chapitre santé, cette application en Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès des adolescents et jeunes aux offres de soins. Il s'agit de e-santé jeune, logiciel conçu par le Programme national de santé scolaire et universitaire en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. E-santé jeune a été présenté et expliqué récemment à la jeunesse de la commune de Koumassi. Le point, Didier Nguessan. Pour contribuer à améliorer l'écoute et l'accès aux soins des jeunes et adolescents, une application dénommée e-santé jeune est opérationnelle. À l'Agora de Koumassi, les jeunes sont sensibilisés à l'usage de l'application. E-santé est une application qui permet de savoir les informations sur ta maladie. Par exemple, tu as mal à la dent, dans le côté dentiste. Puis on te donne les informations sur la carie. E-santé est mise en place par le Programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, soutenu par Action contre la faim. Un adolescent va sur la plateforme, tous les animateurs qui sont connectés, il les voit. Et puis il va voir que c'est un homme qui est gynécologue, c'est une femme qui est sage-femme, et il choisit. Et dès qu'il entre en contact avec lui, il communique avec ce prestataire-là, il pose son problème, et puis ils échangent là-dessus. Si au bout du compte, il se rend compte que le problème nécessite un contact physique, il l'oriente vers un des services de santé scolaire et universitaire. On a travaillé ensemble avec les jeunes. Je pense que c'est ce qui est intéressant aussi avec cette application, c'est qu'elle a été développée en collaboration avec les jeunes. Donc ils ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient dans cette application, comment ils voulaient qu'elle s'appelle, à quoi ils voulaient que ressemble le logo. Donc c'était vraiment une démarche participative et c'est ça qui nous a semblé intéressant. Sport et santé faisant bon ménage, les adolescents sensibilisés ont eu droit à une séance de danse et une partie de maracana. Revenons sur ce drame survenu hier dans le quartier Abobo-Baoulé, extension dans la commune d'Abobo. Plus de 100 habitations sont parties en fumée. Heureusement, aucune perte en vie humaine, mais les populations déplorent de nombreux dégâts matériels. Elles sont au micro de Godefroy Okambawa. C'est la désolation cet après-midi de ce dimanche 10 avril dans le quartier Abobo-Baoulé, extension. Le feu a tout consumé sur son passage. Plus de 100 habitations détruites. Des familles ont tout perdu comme le témoignent ces images. Selon les témoins, le feu est parti d'une explosion d'une bouteille de gaz. C'est gaz, c'est pas courant, c'est gaz. C'est l'autre côté là-bas, l'autre côté, avant que ça arrive ici. Je ne sais pas comment le feu a commencé, mais vraiment tout est brûlé, j'ai tout perdu. Les sapeurs-pompiers militaires appelés sur les lieux ont eu du mal à éteindre le feu à cause de l'accès difficile des lieux. Après 3 heures de lutte contre le feu, aidés par les riverains, les pompiers ont pu maîtriser la situation. Quand ils sont arrivés sur le lieu, c'était un violent feu de baraque, plusieurs baraques en feu, d'accord, et bon, on a juste établi peut-être 2 petites lances pour pouvoir enrayer la propagation, et jusqu'à au moins à 16h00, on a arrivé à bout de l'extinction du feu. C'est la seconde fois en une semaine que les populations de ce quartier ont été confrontées à un incendie. Autre actualité nationale avec ce sujet plus heureux à présent. 300 véhicules de transport bientôt mis à la disposition de 600 femmes en vue de promouvoir leur autonomisation économique. Ce projet innovant en faveur des femmes a été présenté et expliqué récemment. C'était lors d'une rencontre entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et les femmes dirigeantes d'entreprises de transport et autres femmes conductrices de taxi. Les précisions de Frédéric Oulaï et Godefroy Okambawa. Dominé par la jante masculine,
Le secteur des transports intéresse aujourd'hui de plus en plus les femmes. Elles représentent 20% des acteurs du secteur. En août 2021, 600 d'entre elles ont reçu des véhicules pour le transport urbain. Après la mise en œuvre de ce projet, ces conductrices ont désormais le statut d'entrepreneur du secteur, selon les initiateurs. La femme a toute sa place dans le secteur du transport. Déjà, on l'emprunte tous les jours pour nos déplacements. Donc, pourquoi ne pas aussi être à des positions, par exemple, de conducteur ou bien d'opérateur, même de taxi ou même de propriétaire de taxi ou de d'autres types de véhicules VTC. Donc, c'est très important de pouvoir inclure la femme dans ce type d'initiative-là. Aïssatou Cissé totalise 15 ans d'expérience dans le secteur du transport. Cette chef d'entreprise partage son expérience. Quand on veut donner de la valeur et de l'emploi à des jeunes femmes qui sont de statut moyen, c'est une bonne chose, c'est même sociétal. Et nous encourageons ce genre d'activité, ce genre de projet. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de savoir que si elles embrassent cette activité de conductrice, qu'elles soient des conductrices professionnelles, qu'elles soient des conductrices qui a une valeur ajoutée à l'activité que tout le monde mène. L'industrie du transport constitue un levier pour parvenir à l'autonomisation et la prise en charge économique des femmes. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a affiché au cours de cette rencontre la ferme volonté du gouvernement, celui de travailler à la parité dans ce secteur. Direction le Poro dans la région nord du pays. 1000 timbres et 6000 certificats de nationalité offerts il y a quelques jours aux populations du département de Sinématiali. C'est un don du directeur de cabinet de la présidence de la République. Fidel Sarasoro veut ainsi exhorter les populations et surtout la jeunesse à obtenir ou renouveler la carte nationale d'identité. Ami Sissoko. Ton enfant qui t'a mis à l'école là, c'est forcé un jour viendra qu'il va demander ta pièce d'identité. Et si toi le papa tu n'en as pas, tu vas lui offrir quoi? À cause de ton incapacité, ton enfant va rester derrière. Faciliter l'obtention des cartes nationales d'identité aux populations. C'est à cela que s'attelle l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI. Il déploie donc une unité mobile d'enrôlement à Sinématiali dans le Poro pour permettre aux populations d'obtenir le plus rapidement possible ce précieux sésame. Depuis la fin de l'expiration, l'engouement a encore augmenté, raison pour laquelle nous avons déployé, en plus des centres qui continuent de travailler, nous avons déployé cette équipe mobile pour permettre à nos populations d'obtenir cette pièce beaucoup plus facilement, mais avec une particularité que nous avons aussi envoyé l'équipe de gestion des réclamations pour permettre de faire les corrections en même temps pour ceux qui n'ont pas obtenu leur carte. Cette opération d'enrôlement a vu la présence des autorités politiques, administratives et coutumières du département de Sinématiali, au nombre desquels le ministre directeur de cabinet du président de la République et député de Sinématiali commune, Fidel Sarasoro. Pour l'occasion, il a offert 1000 timbres d'enrôlement et 6000 certificats de nationalité à la population. Lassina Ouattara dit l'ASPR, député de Korogo commune, lui emboîte le pas en offrant 200 timbres à Sinématiali. La carte d'identité nationale est une pièce administrative extrêmement importante pour l'encadrement des populations, pour s'assurer que les populations puissent bénéficier des fruits de la croissance que notre pays connaît en ce moment. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions à tous les cadres pour qu'ils puissent descendre dans leur localité, sensibiliser davantage les populations pour qu'elles puissent venir s'enrôler. À Sinématiali, sur une population cible de 37 000, seules 16 000 personnes sont enrôlées, 6 500 cartes d'identité distribuées et près de 2 000 attendent toujours les requérants. Du 12 au 16 avril, des villages ONESI seront installés à Korogo, Dikodougou et Mbengue en vue de permettre aux populations de bénéficier de leurs services. Un tout autre sujet à présent, comment améliorer les systèmes éducatifs dans les pays africains? Question au centre d'une rencontre organisée récemment dans la commune de Cocody par le groupe interdisciplinaire de recherche sur les pratiques enseignantes et le développement des sciences de l'éducation. Les explications de Franck Kouadio. Repenser le système éducatif à l'échelle africaine.
Les enseignants-chercheurs réunis au sein du GIRP, groupe de recherche, veulent apporter leur contribution. L'idée de ce colloque part donc d'un constat clair. Face à des classes à effectifs pléthoriques, au manque d'infrastructures, de matériel didactique, à l'indifférence de nos enfants face à l'école et au manque de débouchés professionnels, certains diront yaka. On ne peut plus se contenter du yaka. Il nous faut sans cesse repenser notre système éducatif, améliorer nos interventions et imaginer des situations qui nous conduiront vers le développement d'un système éducatif fort, inclusif et résilient. 3 jours de réflexion. Ils sont venus de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso et la RDC. C'est mieux que nous, scientifiques actuels, que nous essayons de repenser un nouveau vent pour que nous revoyions comment nous pouvons adapter notre système éducatif aux besoins actuels de notre continent. Le site de l'école normale supérieure d'Abidjan Cocody est choisi. C'est donc, selon le représentant du parrain, le ministre Adama Diawara, à charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à juste titre que la thématique du colloque a été déterminée. Comment repenser le système éducatif africain? Ce qui nous arrive chez nous, c'est ce que vivent aussi les pays qui sont autour de nous. Donc si nous repensons notre système sans que les autres repensent les leurs, on va se trouver dans une dynamique où vous avez un grain d'arachide qui est pourri dans un sac et qui va finir par contaminer le sac entier. C'est pourquoi il est bon que nous réfléchissons ensemble. Repenser le système ou repartir de zéro, comme le dit l'artiste, cela part de la transmission des valeurs aux nouvelles générations ou au retour à des valeurs plus saines héritées de nos traditions. Le GIRP est une association de chercheurs, de professeurs d'université et de lycées et collèges. Une force de proposition dont les résultats des travaux sont attendus. Dans l'actualité aussi, cet atelier sur la migration sud-sud. Les résultats provisoires d'une enquête ont été présentés il y a quelques jours dans la commune de Cocody par l'Institut de la bonne gouvernance, du développement et de la prospective. Objectif, promouvoir la migration et la coopération sud-sud. Toujours en images, la visite aujourd'hui du président rwandais Paul Kagame au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État rwandais va s'adresser au Parlement congolais, signer des accords avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso et visiter des fermes dans la région nord du Congo-Brazzaville. Enfin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est l'affiche du second tour de l'élection présidentielle en France. Le vote va se dérouler le 24 avril prochain. Les deux qualifiés ont récolté respectivement hier pour le premier tour 23,4% des voix et 27,6% des suffrages. Alors au lendemain du premier tour, des Français se prononcent. Les détails, Michel Digré. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se jettent ce lundi dans la bataille pour le second tour du 24 avril, avec un avantage pour le président sortant qui arrive en tête du premier tour avec un score de 27,6% contre 23,4% pour son adversaire. Oui, ça c'est mon président. Vous savez, il nous a donné la prime Ségur. Il m'a fait gagner 1500 € de plus parce que moi je suis aide-soignante. Donc, moi, c'est mon président, franchement. Toutefois, les deux candidats vont devoir remobiliser les électeurs, en partie mécontents de cette affiche. La première fois que je votais, en effet, et c'était décevant, du coup. J'aurais préféré un autre candidat, donc c'est assez décevant qu'il y ait la même chose à nouveau. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, je suis relativement déçue de cette affiche parce que j'espérais du changement, j'ai voté pour le changement et on se retrouve avec les mêmes protagonistes au second tour, donc voilà, déçue. Cette déception pourrait-elle avoir un impact sur le taux de participation au second tour? Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas voter au second tour parce que je n'ai pas d'affinité avec aucun des candidats. Pour ceux qui iront voter, le choix est déjà fait. Donc on va reprendre du Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais votez l'extrême, encore s'ils avaient des idées, à part l'immigration.
leur fonds de commerce, c'est ça, l'immigration, l'immigration, l'immigration. Voilà. Maintenant, c'est les islamistes. Ils ont toujours un truc, de toute façon. Avant, c'était le père, maintenant, c'est la fille. Donc, heureusement qu'il n'y a pas la nièce. Hein. Les autres candidats qui appellent la population à voter tous pour Emmanuel Macron, en sachant tout ce qu'il a fait, pendant 2 ans qui n'était pas très correct, en affichant comme les masques pour les gamins dans les écoles et tout, les gamins de 3 ans dans les maternelles et tout, je trouve pas ça très, très normal. Le face-à-face de 2022 est identique à celui de 2017. Le résultat le sera-t-il lui aussi? Certains candidats ont tout de suite donné le ton. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et même Fabien Roussel ont appelé à voter Macron. Quand Éric Zemmour et Nicolas Dupont se sont prononcés en faveur de Marine Le Pen. L'issue du scrutin du 24 avril dépendra en grande partie du choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en 3e position avec 21,9% des voix. Mélenchon a déjà déclaré ceci, pas une voix pour Marine Le Pen, mais sans appeler à voter Macron. Que vont faire les quelques 20% d'électeurs qui avaient choisi l'insoumis? Ce sera l'une des clés d'un second tour qui n'est pas joué d'avance. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI1.